Un simple billet de 5 dollars peut-il changer le destin d'un empire? Ce soir, dans un petit dîner battu par la pluie, une serveuse épuisée tend la main à un inconnu. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'un milliardaire reclus, qu'il a tout argent, pouvoir, héritiers ambitieux et qu'il cherche une vérité que l'argent ne peut acheter. Ce qu'elle ignore aussi, c'est que sa bonté, son humanité, sa générosité silencieuse, sont sur le point de bouleverser sa vie et de redéfinir un empire. Restez avec nous, car cette histoire n'est pas seulement celle d'un milliardaire et d'une serveuse. C'est l'histoire d'un choix, d'un cœur qui fait trembler le pouvoir, et de la preuve que la vraie richesse ne s'achète pas, elle se mérite. Un billet froissé de 5 dollars glissa sur la table et s'arrêta devant elle, comme un défi silencieux. La pluie battait violemment contre les vitres du dîner presque vide lorsque Naomi Brooks, une serveuse noire épuisée par la fin d'un double service éprouvant, leva les yeux vers l'homme assis seul à la table numéro 6. Il sentait la laine mouillée et les nuits froides, ses mains tremblaient tandis qu'il entourait une tasse de café ébréché. Pour les autres, ce n'était qu'un vieil homme sans abri de plus, arrivé trop tard et demandant trop peu. Mais quelque chose dans son regard poussa Naomi à s'arrêter. Le gérant avait déjà tenté de le mettre dehors, mais elle intervint sans réfléchir, lui offrant de la soupe, du pain et une place près du chauffage, à ses propres frais. Elle ignorait que cet homme courbé sur son bol était en réalité Henry Callaway, un milliardaire reclus déguisé en mendiant, cherchant à savoir si l'humanité existait encore au-delà des salles de conseil et des héritiers avides. Lorsqu'il eut fini de manger, Henry se leva lentement et laissa un billet de 5 dollars sur la table. Pour Naomi, cette somme représentait le prix du bus, une partie du loyer, ou des médicaments pour sa jeune fille. Le silence envahit la pièce lorsqu'elle ramassa le billet et le replaça doucement dans sa main en murmurant qu'ici, la gentillesse n'avait pas de prix. Cette phrase frappa Henry plus durement que n'importe quelle perte financière. Toute sa vie, il avait été entouré par l'avidité, surtout celle de ses propres enfants, Marcus et Helena, déjà tournant autour de sa fortune. Dans ce dîner usé par le temps et la pluie, dépouillé de tout statut, Henry découvrit une dignité que l'argent n'avait jamais pu lui offrir. À cet instant, avec seulement 5 dollars entre eux, le destin d'un empire valant des milliards changea discrètement à jamais. En quittant le dîner sous la pluie, le billet encore chaud dans sa paume, quelque chose se brisa en lui. Depuis des décennies, il régnait depuis le sommet de tours de verre et de jets privés, mais son monde était devenu douloureusement petit. Une semaine plus tôt, un médecin lui avait annoncé une vérité implacable, aucune fortune ne pouvait négocier avec un cancer de stade avancé. Lorsqu'Henry en parla à ses enfants, leurs réactions confirmèrent ses craintes, l'un s'inquiétait des parts, l'autre des protections financières, aucun ne demanda combien de temps il lui restait ni comment il se sentait. Cette nuit-là, une idée simple et décisive naquit en lui, si le sang ne pouvait être digne de confiance, peut-être que le caractère le pouvait. Il se dépouilla alors de son statut et affronta le monde comme les plus vulnérables. Partout, il fut rejeté, ignoré, repoussé. L'humanité semblait disparaître dès que l'argent n'ouvrait plus les portes. Jusqu'à ce dîner. Là, sans savoir qui il était, Naomi Brooks le vit vraiment. Elle n'attendit rien, ne chercha pas d'éloge, et fit preuve d'une bonté sincère, à ses propres dépens. Ces mots résonnèrent en Henry plus fort que tous les discours qu'il avait jamais prononcés. Naomi n'avait presque rien, et pourtant, elle donna tout ce qui comptait. Il fit preuve de dignité sans la moindre hésitation, non pas parce que cela lui apportait un avantage, mais parce que c'était juste. Debout dans l'allée silencieuse où son chauffeur l'attendait, Henry se redressa. L'épreuve était terminée. Il n'avait pas trouvé d'héritier dans son sang, mais en une femme capable de traiter un inconnu comme un être humain, même lorsqu'aucun regard ne l'observait. Cette révélation allait bientôt ébranler son empire bien plus violemment que sa propre mort. La vérité qu'Henry Callaway ne pouvait plus ignorer était simple, ceux qui l'entouraient n'avaient jamais été réellement proches de lui. Pendant des années, il avait confondu leur dureté avec de l'ambition, se persuadant que le monde exigeait froideur et efficacité. Il avait récompensé cette attitude, financé leurs excès et étouffé leurs échecs avec de l'argent, les formant parfaitement à réussir, mais pas à être humains. Face à la fin, l'illusion s'effondra. Ce n'était pas la peur de mourir qui le hantait la nuit, mais la certitude que tout ce qu'il avait construit servirait à des personnes n'ayant jamais rien bâti elles-mêmes. Pour ses enfants, son œuvre n'était pas une vie de travail, mais un levier de pouvoir, de contrôle et de privilège.
Même affaibli par la maladie, ils gravitaient autour de lui comme des comptables attendant le chiffre final. Henri comprit alors une vérité à la fois amère et libératrice: l'héritage ne se reçoit pas, il se mérite. Naomi Brox avait gagné ce que ses enfants n'avaient jamais su obtenir. Elle ignorait son nom, sa fortune, et ne savait même pas s'il reviendrait un jour. Pourtant, elle lui avait offert un respect qui lui coûta plus que de l'argent, sa propre sécurité. Elle avait donné alors qu'elle se tenait elle-même au bord de la perte. Ce genre de caractère ne s'enseigne pas et ne s'achète pas. Tandis que les lumières de la ville défilaient derrière les vitres teintées de sa voiture, Henri ressentit une clarté nouvelle. Pour la première fois depuis des décennies, il ne calculait plus les risques, ne protégeait plus des actifs, il choisissait le sens. Il pensa aux yeux fatigués de Naomi, à sa voix calme, à la manière dont elle parlait de sa fille avec espoir plutôt qu'amertume. Elle avait pris soin d'un inconnu non par obligation, mais par humanité. C'était ce type de personne qui devait hériter de son empire, quelqu'un qui protégerait au lieu d'exploiter. Henri savait ce qui suivrait: indignation, procès, accusation, pression médiatique. On le traiterait de cruel, d'irresponsable, voire d'instable. Mais rien de tout cela n'avait encore d'importance, car dans un modeste dîner, privé de pouvoir et d'identité, il avait enfin compris qu'une fortune laissée aux mauvaises mains devient une malédiction, tandis que confiée au bon cœur, elle devient une seconde chance. Pour la première fois depuis son diagnostic, Henri Callaway se sentit en paix, non pas parce qu'il allait mourir, mais parce qu'il savait enfin qu'il méritait de faire vivre ce qu'il laisserait derrière lui. De retour dans son Penthouse silencieux, entouré d'un luxe qui n'avait jamais su adoucir la solitude, il repassa cette nuit encore et encore dans son esprit. Naomi, épuisée sous la lumière crue du dîner, parlant de sa fille sans chercher la pitié, choisissant malgré tout la bonté. Elle ignorait qu'elle était observée, et c'était précisément ce qui rendait son geste authentique. Avant l'aube, Henri convoqua son avocat. Les décisions furent prises avec soin: structure de protection, confidentialité, garantie. Il savait que ses enfants ne l'accepteraient pas sans combattre. Menaces, manipulations, tentatives de discrédit viendraient inévitablement. Naomi ne serait informée qu'après sa mort. Que les autres se dévoilent d'eux-mêmes. Au moment de signer, Henri n'hésita pas. Il n'abandonnait pas le sang par provocation, mais choisissait le caractère plutôt que le nom. Ce jour-là, il comprit que la mort n'était plus une fin, mais une correction. Pendant ce temps, loin de tout cela, Naomi Brox nettoyait son comptoir, préoccupée par le loyer, l'école de sa fille et les pourboires du lendemain, sans savoir que son simple acte de bonté venait de changer le destin d'un empire. Sa bonté était débattue dans des cabinets juridiques et des salles à manger privées par des personnes qui n'en avaient jamais fait preuve elles-mêmes. Henri observait tout cela avec une lucidité sombre. C'était le prix à payer lorsqu'on choisit ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Un soir, après que Marcus eut quitté une réunion avec colère et qu'Helena eut menacé de rendre l'affaire publique, Henri prononça enfin les mots qu'il retenait depuis des années: « Tu ne mérites pas ce que j'ai construit, et tu ne l'as jamais mérité. » Le silence qui suivit fut lourd et chargé de tension. Ils partirent furieux. Henri resta seul, mais pour la première fois, il ne se sentit pas isolé. Même si ses forces déclinaient, sa détermination demeurait intacte. Il avait tracé une limite, et quoi qu'il arrive, il savait qu'elle était inébranlable. La bonté avait défié le pouvoir, et le pouvoir en avait peur. Le moment décisif arriva sans fracas, mais dans un silence si pesant qu'il oppressait chaque respiration. La lecture du testament eut lieu dans la bibliothèque privée d'Henri Callaway, entourée de livres que personne dans sa famille n'avait jamais lus. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres comme un ultime témoin. Marcus était tendu, la mâchoire crispée, tandis qu'Helena faisait les 100 pas avec impatience. Ils n'étaient pas en deuil, ils attendaient leur part. L'avocat commença par des formalités sans importance, quelques souvenirs personnels. Marcus se détendit, échangeant un regard confiant avec sa sœur. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que tout bascule. « À mon fils Marcus », lut l'avocat d'une voix neutre, « je lègue ma collection de boutons de manchette, sans part de contrôle, sans liquidité et sans autorité au sein de Sterling Holdings. » Marcus eut un rire incrédule. « Ce n'est pas drôle. » L'avocat poursuivit sans lever les yeux. « À ma fille Helena, je lègue le portrait de sa mère,
dans l'espoir qu'il lui rappellera la compassion qu'elle n'a jamais appris à pratiquer. Aucun capital, aucune liquidité, aucune autorité. Le visage d'Elena devint livide. C'est impossible, ce n'est pas légal. L'avocat tourna la page. Le reste de mon patrimoine, y compris mes entreprises et mes biens, est légué intégralement à une seule bénéficiaire. Les deux enfants se penchèrent en avant. Qui ? Demanda Marcus. La pièce sembla se contracter lorsque le nom fut prononcé, Naomi Brox. Le silence éclata. Une serveuse, s'écria Elena. Il a tout donné à une serveuse ? Oui, répondit calmement l'avocat. La décision prenait effet immédiatement. La colère explosa, menaces, accusations, promesses de procès, mais rien n'y fit. Henri avait tout prévu. Le testament était irréfutable. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, sous les lumières tremblantes d'un petit restaurant, Naomi Brox débarrassait des assiettes, ignorant que sa vie venait de basculer. Elle comptait encore ses pourboires, s'inquiétait du loyer et pensait à son prochain service. Lorsqu'une voiture noire s'arrêta devant le restaurant et qu'un homme en costume demanda son nom, Naomi ressentit seulement de la peur. Elle ignorait qu'un billet qu'elle n'avait jamais accepté lui revenait désormais sous la forme d'un empire. Ce jour-là, lorsque la bonté entra en collision avec le pouvoir, le monde bascula, rappelant à tous que les plus grands tournants ne naissent pas de l'ambition ou de la force, mais d'un simple choix, traiter un inconnu comme un être humain. Naomi ne se sentit pas riche en quittant le restaurant. Elle se sentit terrifiée. Lorsque l'avocat lui révéla qui était réellement Henry Callaway et ce qu'il lui avait laissé, ses jambes faillirent céder. Un empire. Des milliards. Un pouvoir qu'elle n'avait jamais cherché. Sa première pensée ne fut pas la richesse, mais sa fille, la sécurité et la responsabilité. Les enfants d'Henri crièrent à la trahison. Les médias parlèrent de scandale. Les conseils d'administration tremblèrent. Mais Naomi resta silencieuse. Elle serrait la main de sa fille, se souvenant de l'homme fatigué qui avait eu besoin de soupe plus que de statue. Elle comprit alors la vérité, la richesse ne révèle pas le caractère, elle le met à l'épreuve. Et la bonté, lorsqu'elle est sincère, survit toujours au pouvoir. Naomi ne devint pas ce que le monde attendait d'une milliardaire. Elle devint ce que le monde voit rarement, quelqu'un qui n'oublie jamais d'où elle vient. Elle régla les dettes discrètement, protégea les travailleurs avec fermeté et transforma des bâtiments abandonnés en refuges. Chaque mardi soir, elle partageait une simple soupe avec sa fille, comme avant. Henry Callaway avait bâti un empire avec de l'argent. Naomi Brox l'a reconstruit avec humanité. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, on ne sait jamais qui observe la manière dont on traite les autres lorsque l'on n'a rien à gagner. Le vrai caractère se révèle dans les choix, pas dans les récompenses. La bonté offerte sans attente n'est jamais perdue. Elle voyage, elle résonne, elle change des vies. Et vous, à la place de Naomi, qu'auriez-vous fait ? Partagez votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune autre histoire humaine et inspirante. Car parfois, le plus petit acte de bonté crée le plus grand héritage. Naomi Brox n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Le jour où elle reçut la visite de l'avocat d'Henry Callaway, un mélange de peur, de confusion et d'incrédulité s'empara d'elle. Les couloirs du petit dîner, qu'elle avait nettoyés des milliers de fois, semblaient soudain étroits, oppressants, et pourtant porteurs d'un poids immense. Le destin d'un empire reposait maintenant sur ses épaules. Sa première réaction n'était pas la joie, mais la responsabilité. Elle pensa immédiatement à sa fille, à ses dettes, aux familles qu'elle connaissait dans son quartier, aux voisins qui peinaient à payer leur loyer. Une partie d'elle redoutait de se perdre dans ce monde de luxe et de pouvoir. Mais une autre partie comprenait que cette chance était aussi un test, semblable à celui qu'elle avait offert à Henri ce soir-là. Au cours des semaines suivantes, Naomi apprit vite que l'argent n'était qu'un outil. Les réunions avec les avocats, les experts financiers et les gestionnaires d'entreprises étaient intimidantes. Les conseils d'administration de Sterling Holdings l'avaient d'abord ignorée, puis tenté de la manipuler, convaincue que la nouvelle héritière naïve ne savait rien de leur monde. Mais Naomi avait un avantage que personne ne pouvait acheter, l'intuition humaine. Elle voyait au-delà des chiffres et des contrats, discernait le vrai du faux,
les motivations sincères et celles guidées par l'avidité. Là où les autres se fiaient au bilan, elle se fiait aux personnes. Elle commença par protéger les employés de l'entreprise, les ouvriers, les petites équipes souvent oubliées par la hiérarchie, ceux qui faisaient tourner les machines et les bureaux sans jamais recevoir de reconnaissance. Les décisions qu'elle prit n'étaient pas calculées pour maximiser le profit immédiat, mais pour maintenir la dignité humaine au cœur de l'entreprise. Certains actionnaires ricanèrent, certains membres de la direction menacèrent de démissionner, mais Naomi persista. Chaque jour, elle se souvenait du dîner et de la soupe qu'elle avait partagée avec un inconnu. C'était ce moment qui guidait chacune de ses décisions. À l'extérieur, le monde observait avec fascination. La presse rapportait les réactions furieuses des enfants d'Henri, les batailles judiciaires, les crises au sein des conseils d'administration. Les anciens partenaires d'affaires d'Henri tentaient de discréditer Naomi, la présentant comme une étrangère incapable de gérer un empire. Mais elle resta inébranlable, refusant de répondre aux provocations et laissant ses actes parler pour elle. Lentement, mais sûrement, elle transforma Sterling Holdings, non pas en une simple machine à profit, mais en un symbole de responsabilité sociale et d'intégrité. À côté de sa carrière naissante de dirigeante, Naomi continua de vivre simplement. Elle emmenait toujours sa fille à l'école, partageait des repas avec ses voisins, et réservait chaque mardi soir pour une soupe, un rituel hérité de cette première rencontre avec Henri. Mais cette vie simple n'était plus un choix par nécessité, c'était un choix par conviction. Naomi voulait prouver que la vraie richesse n'était pas dans les comptes bancaires ou les gratte-ciel, mais dans la capacité à transformer la vie des autres par la bonté et le respect. Pendant ce temps, les enfants d'Henri Callaway tentaient désespérément de reprendre ce qu'ils croyaient leur appartenir. Marcus essaya de soudoyer certains membres du conseil, Helena menaça de médiatiser des secrets compromettants. Mais chaque tentative échoua face à la vigilance et à l'intelligence de Naomi. Elle ne réagissait jamais par colère, mais par stratégie. Elle savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la menace ou l'intimidation, mais dans la constance et la vision claire. Les anciens employés d'Henri, ceux qui avaient connu sa froideur et son absence de compassion, commencèrent à remarquer quelque chose de différent. Naomi ne cherchait pas à accumuler le contrôle, elle cherchait à créer un héritage vivant. Les mois passèrent, et la transformation devint visible. Les bâtiments abandonnés de la ville furent rénovés pour accueillir des familles sans abri, des centres communautaires et des écoles de quartier. Naomi investit dans des programmes éducatifs, des bourses pour les enfants défavorisés, et des projets environnementaux qui avaient longtemps été négligés. Chaque décision reflétait ce qu'elle avait appris dans ce dîner, que le vrai pouvoir est celui qui donne aux autres la chance de grandir, et que l'héritage ne se mesure pas en richesse, mais en impact humain. Un soir, alors qu'elle revenait d'une réunion tardive avec les directeurs financiers de Sterling Holdings, Naomi reçut une lettre manuscrite glissée sous la porte de son appartement. La calligraphie était élégante, familière. C'était Henri. Il avait réussi à prolonger sa vie malgré le cancer, grâce à des traitements expérimentaux. Mais plus encore, il voulait voir le fruit de son choix, Naomi, celle qu'il avait choisie non pour son nom, mais pour son cœur. Les mots étaient simples, vous avez transformé bien plus que mon empire. Vous avez transformé ce que je pensais savoir sur l'humanité. Naomi sut alors que chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque décision difficile valait la peine. Elle n'était pas seulement héritière d'une fortune, mais gardienne d'une leçon intemporelle. La bonté n'est pas une faiblesse, elle est la seule vraie force capable de résister à l'épreuve du temps et du pouvoir. Et tandis que la ville brillait sous les lumières nocturnes, Naomi posa sa main sur l'épaule de sa fille, et ensemble, elles contemplèrent l'horizon. À travers la pluie et les épreuves, un empire avait été redéfini non pas par l'avidité ou la peur, mais par le courage de choisir ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et dans ce choix, un simple billet de 5 $ continuait de résonner, symbole d'un héritage qui n'appartient ni au sang, ni à la richesse, mais au cœur. Les semaines suivantes furent marquées par une tension palpable. Marcus et Helena, furieux d'avoir été écartés de l'héritage, tentèrent toutes les stratégies imaginables pour reprendre le contrôle. Ils organisèrent des réunions secrètes avec certains actionnaires, firent circuler des rumeurs dans la presse et contactèrent des avocats prêts à contester le testament. Mais chaque tentative se heurta à la méticulosité de Naomi et à sa perspicacité. Elle ne réagissait jamais par vengeance, mais par anticipation.
Là où ses demi-frères et sœurs voyaient une faiblesse, elle voyait une opportunité d'enseigner une leçon plus grande. Le véritable pouvoir ne se vole pas, il se mérite. Un matin, Naomi convoqua Marcus dans une salle de réunion baignée de lumière. Elle lui présenta un plan qu'elle avait élaboré pour restructurer Sterling Holdings afin de protéger les employés et les projets innovants que Henry avait amorcés. Marcus, surpris par son calme et sa maîtrise, tenta de la provoquer, mais elle resta imperturbable. « Tu crois que l'entreprise t'appartient parce que tu es de la famille ?» dit-elle doucement, mais l'entreprise n'appartient à personne. Elle appartient à ceux qui la font vivre. Et aujourd'hui, c'est moi qui choisis de la faire vivre autrement. Helena, de son côté, lança des attaques médiatiques. Elle publia des articles, fit intervenir des consultants et essaya de peindre Naomi comme une héritière naïve incapable de gérer un empire. Mais Naomi, fidèle à elle-même, répondit par des actes et non des mots. Elle visita les usines, les centres de distribution, les bureaux, parlant aux employés, écoutant leurs besoins, prenant des décisions qui alliaient efficacité et humanité. Chaque action renforçait sa crédibilité et affaiblissait la campagne de dénigrement d'Helena. Les médias, fascinés par cette héritière inattendue qui refusait de se plier au code de la haute finance, commencèrent à changer de ton. Naomi devint rapidement le symbole d'une nouvelle génération de dirigeants, déterminés, responsables et profondément humaines. Mais Naomi ne perdit jamais de vue ce qui avait motivé son choix, sa fille. Chaque décision qu'elle prenait était réfléchie à travers le prisme de l'exemple qu'elle voulait lui donner. Elle voulait qu'elle comprenne que la richesse n'était pas synonyme de bonheur, mais qu'elle pouvait être un outil pour faire le bien. Les soirées étaient encore consacrées à la soupe et aux histoires, les samedis à des promenades dans le parc, et les dimanches à des visites dans les quartiers défavorisés où elle avait grandi. Pour sa fille, Naomi voulait que la leçon de bonté et de responsabilité reste vivante, même dans le monde de l'opulence. À mesure que l'entreprise évoluait sous sa direction, Naomi commença à observer des changements inattendus parmi ceux qui l'avaient regardée avec scepticisme. Les cadres supérieurs, initialement irrités par son approche humaine, réalisèrent que la loyauté et la motivation des employés s'étaient accrues. Les profits ne disparaissaient pas, ils se stabilisaient et parfois même augmentaient. Naomi avait prouvé que combiner éthique et stratégie n'était pas seulement possible, mais supérieur à l'avidité pure. Un soir d'hiver, alors qu'elle sortait d'une réunion tardive, Naomi reçut un appel d'Henry. Sa voix, plus faible qu'avant, était pleine de gratitude et de fierté. « Et Naomi, tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, transformer un empire sans perdre l'âme des gens qui le font vivre. Tu rends justice à ce que j'ai bâti. » Les mots résonnèrent profondément en elle. Elle pensa au billet de 5 $, à la soupe chaude, à ce moment où elle avait choisi de traiter un inconnu avec dignité. Tout avait commencé par un geste simple, mais il avait ouvert la voie à un changement monumental. Peu après, Henry, conscient que sa fin approchait, insista pour que Naomi crée une fondation en son nom, destinée à soutenir l'éducation et les familles défavorisées. Naomi accepta, mais avec une condition, que la fondation reste indépendante de toute influence financière ou politique, guidée uniquement par le besoin et le mérite. Elle savait que, tout comme Sterling Holdings, l'intégrité de cette fondation devait être protégée par le caractère, et non par le pouvoir ou la richesse. Le conflit avec Marcus et Helena continua, mais désormais, Naomi n'avait plus peur. Chaque tentative de manipulation ou de menace se heurta à son calme et à sa détermination. Les deux héritiers, frustrés, finirent par comprendre qu'ils n'obtiendraient jamais ce qu'ils voulaient par la force ou la colère. Naomi ne cherchait pas à les punir, mais à montrer que le respect et la responsabilité ne se mendient pas, ils se méritent. Au fil des années, Naomi Brox devint une figure respectée dans le monde entier. Elle avait hérité d'un empire, mais elle avait hérité surtout d'une vérité essentielle: l'humanité n'a pas de prix, et ceux qui choisissent la bonté peuvent changer des vies. Les employés de Sterling Holdings la considéraient comme un modèle, non seulement pour ses décisions stratégiques, mais pour sa capacité à se souvenir de ce que signifie être humain. Chaque mardi soir, Naomi continuait de partager une soupe avec sa fille. Chaque geste, aussi petit soit-il, lui rappelait la puissance de l'empathie et de la simplicité. Le dîner où tout avait commencé devint un lieu sacré dans sa mémoire, le symbole que le caractère et la bonté peuvent surpasser l'argent et le pouvoir.
Et tandis que la ville brillait sous les lumières de l'hiver, Naomi souriait à sa fille en pensant à Henry Callaway, à ce billet de 5 dollars et à ce simple choix qui avait changé le destin d'un empire et celui de leur vie. Elle savait désormais que le véritable héritage n'est pas celui que l'on reçoit, mais celui que l'on crée par ses actions, jour après jour.